Bonjour à tous, alors pour cette nouvelle vidéo, nous avons reçu Emmanuel Barbara, responsable du droit social et managing partner du cabinet Auguste et Debouzy, pour une masterclass sur sa profession et sa spécialité. Alors bon visionnage à tout le monde et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ah, jamais. Mais alors, jamais. Moi, j'ai toujours voulu faire du droit, mais pour être magistrat. Et depuis que je suis toute petite, je veux être magistrat. C'est juge. J'ai dû lire beaucoup de littérature enfantine avec des juges, avec des gentils et des méchants, etc. Et donc, moi, je me voyais juge. Donc, j'ai vraiment fait toutes mes études de petite fille jusqu'à mon bac. Et enfin, je me suis inscrite en droit pour faire carrière judiciaire et pour faire magistrat. Donc, c'est dire que le droit du travail et alors l'avocat n'étaient pas du tout dans mes plans. En fait, je suis probablement un exemple de ces, comment dirais-je, de ces rencontres opportunes liées au hasard des rencontres elles-mêmes. C'est-à-dire que je ne suis nullement diplômée en droit du travail, je n'ai fait aucune formation particulière en droit du travail. J'avais un seul cours de droit de la sécurité sociale de Duperron en licence que j'ai dû suivre vaguement, enfin comme on suivait les cours de fac. Et en revanche, je me suis, au moment où j'ai décidé que je ne serais décidément pas magistrat, parce que soudain, fonctionnaire, magistrat, ça ne m'a plus parlé. J'ai donc voulu être avocat, j'ai donc voulu être dans le conseil. Et comme il était très tendance, et que j'étais plutôt bonne élève, il était très tendance de choisir la matière reine, à savoir la fiscalité. Je me suis fourvoyée en fiscalité. Donc je suis diplômée de l'Université Paris 2 en droit des affaires et fiscalité. Et j'ai commencé comme jeune conseil juridique stagiaire chez Ernst & Young en 1989, du siècle, en fiscalité. Et là, j'ai su ce que travailler avec la boule au ventre voulait dire. Je n'avais aucune espèce de familiarité avec ces règles qu'il fallait que j'applique. J'étais là sans goût, sans saveur, sans intérêt. Et la chance immense que j'ai eue, c'est qu'à un moment donné, on m'a demandé dans le cadre de mon office de bien vouloir calculer la réserve spéciale de participation. Dans le formulaire 2058A, CERFA, des déclarations fiscales des entreprises, et qu'en calculant cette réserve spéciale de participation, ça m'a amusé, de la calculer, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui m'amusait, c'était de savoir d'où ça venait. Et donc, en remontant à l'origine de la réserve spéciale de participation, quand on m'a parlé de ce qu'il y avait un accord participation, que c'était un truc de salarié avec un comité d'entreprise qui signait ça avec l'entreprise, et donc un comité d'entreprise, ça marche comment, etc. Bref, j'ai petit à petit eu mon attention appelée par le droit du travail, mais vraiment petit à petit en marchant, c'est-à-dire jour après jour. Et puis je me suis rapprochée du département très ténu d'ailleurs chez Ernst & Young qui existait à l'époque de droit du travail. Et j'ai appris mon métier, je dois le dire, enfin mon métier, j'ai appris les bribes, tout ce que j'ai su au début, je l'ai appris par tradition, et c'est un mot important dans notre métier, la tradition, c'est-à-dire la transmission de la connaissance par les mots. On m'a expliqué le droit du travail en faisant, et donc je m'y suis intéressée. Inutile de vous dire que j'ai travaillé nuit et jour, jour et nuit, pour lire la documentation, les bréviaires, les cours, enfin bon, j'ai tout appris à la fois dans les bouquins, toute seule, et sous la houlette d'un vrai maître, qui m'a appris. Et c'est ainsi que j'ai cessé mon expérience comment dirais-je, peu réussie, il faut quand même le dire, en droit fiscal. Et donc j'ai quitté le droit fiscal avec une espèce de bonheur inextinguible, et ça s'est terminé par mon départ pur et simple du cabinet en question pour rejoindre Paris et un cabinet de droit des affaires, j'avais un normal, qui s'appelait Salès Vincent Georges, où là j'ai intégré comme collaboratrice en droit du travail. Et donc je me suis mise, j'ai découvert cette vocation, et c'est une vraie vocation, c'est une vocation comme un sacerdoce, et c'est une espèce de passion folle, non pas pour la règle de droit, il ne faut pas exagérer non plus, mais pour tout ce que représente ce droit qui en fait régit les relations humaines au travail, mais qui par capillarité, mais on y reviendra, et par l'évolution de la société régissent finalement notre façon d'être en société.
m'ont ouvert des horizons infinis. Et c'est comme ça que je me suis donc mise à faire que du droit du travail. Et petit 2, j'ai passé l'examen de spécialisation auprès du barreau de Paris parce que j'avais absolument besoin d'établir que je faisais vaguement du droit du travail, vu que ni mes diplômes, ni rien du tout n'attestaient de la chose. Donc j'ai passé l'examen de spécialisation, et donc je suis devenue assez tardivement finalement spécialiste en droit du travail, que je n'ai obtenu. Finalement, c'est mon seul diplôme en droit du travail. C'est celui de la reconnaissance de l'ordre de ma capacité à exercer dans ce domaine. Donc voilà, moi mon parcours il est totalement atypique, mais je suis tombée dedans et voilà. Et ça s'est terminé en 1980, là encore. Il y a 1996, où là, c'est une autre aventure qui commence, c'est une autre rencontre qui se crée, où là on me demande, Auguste et Debouzy, qui sont deux personnes physiques, m'ont demandé de rejoindre ce cabinet en devenir. Ils étaient 6 le jour de l'ouverture, de bien vouloir, si je voulais, tenir le département, à moi seule, de droit du travail. Et non seulement j'ai eu la chance qu'on me donne les clés, les moyens, voilà, et j'allais dire la confiance, mais encore j'ai eu un bol mais hallucinant, et dans la ville il en faut un petit peu, c'est que c'est tombé pile poil au moment du sponsoring de Madame Aubry sur les 35 heures. Et ça, je veux dire, alors ça, on peut le faire comme on veut, mais ça, c'est une occasion historique rêvée, parce que toute la France n'a fait que des 35 heures, de 1997 à l'an 2002, au total, là, le temps que tout le monde y passe. Et donc du seul collaborateur que j'étais, on est vite devenu 3, 4, 5, etc. Aujourd'hui, enfin c'est pas que les 35 heures, grâce à Dieu, hein, parce que là c'est un cauchemar tridimensionnel, mais ça c'est autre chose. Nous sommes aujourd'hui 35 avocats, dont 8 associés en droit du travail au sein de ce cabinet, qui lui-même fait un peu plus de 140 avocats, et voilà. J'aime à le penser, en tout cas pour ma part, dans la manière de recruter nos jeunes. J'aime bien donner une prime à qui montre un intérêt pour le droit du travail alors qu'il vient de la fiscalité, évidemment, les pauvres. Alors, rien que ça, c'est une opération de sauvetage, mais de pas mal d'autres horizons. On a comme ça recruté un élève qui s'était un peu fourvoyé en médecine et puis après a fait du droit général et qui a découvert en fait, c'est un métier, c'est un vrai métier d'abord, c'est un métier dans lequel on entre, j'allais dire, par passion et par compréhension des mécaniques, des mécanismes des fluides. Et donc, c'est pas tellement la connaissance, on sait tous lire, on a tous fait des études de droit a priori. La norme pléthorique, bavarde, enfin on sait tout ce qu'on dit dans les journaux, c'est vrai, donc concernant le droit du travail, bon, bah, on sait la lire. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre les événements, comprendre les situations tout à fait diverses. Je souligne un point important. Je suis avocat spécialiste en droit du travail, je rajoute, du côté des patrons. C'est important de le souligner parce que ce n'est pas le même métier en fait. C'est un métier différent que celui qui fait le même que moi, mais du côté des salariés. Pour des tas de raisons. D'abord parce que c'est un métier que j'estime être politique. C'est-à-dire qu'on peut difficilement faire ce métier en n'aimant pas, d'une certaine façon, celui que génériquement on défend. En d'autres termes, je suis dans la position de défendre donc des entreprises, y compris dans des opérations qu'on peut estimer pour des tas de raisons comme hâtives, détestables, etc. Mais ce qui est intéressant, au-delà de cette première approche et cette vision un peu manichéenne des Français, et c'est particulier à la France, donc c'est particulièrement intéressant, c'est justement l'influence qu'on peut avoir en tant que conseil dans ces opérations auprès des entreprises qui ne sont pas toutes, je le précise et je vous fais une sorte de scoop, ne sont pas toutes animées de la pire des intentions qui soient. C'est aussi curieux que ça paraisse, c'est le cas. Et donc, mais cela étant, il y a aussi des entreprises qui se comportent mal, de la même manière qu'il y a des salariés de toutes sortes, aimables et moins aimables, convenables ou pas, etc. Donc et ce qui est formidable, c'est que c'est la nature humaine dont on parle. On parle des êtres humains, de l'irrationalité des rapports humains, on parle de dimensions qui sont extrêmement diverses et qui ne se résument pas à l'application d'une norme bavarde et mal ficelée à une relation donnée. Il y a une compréhension, une intelligence de la relation humaine qu'il faut essayer d'exhiber. Et par goût,
Moi, j'aime bien être du côté de celui qui a le pouvoir. Parce que qu'on le veuille ou non, l'entreprise, c'est celui qui a le pouvoir. Il a le pouvoir d'être condamné, hein, mais il a le pouvoir tout court aussi. Donc voilà, c'est une manière de dire que nous ne faisons pas le même métier. Et en outre, après, on découle un certain nombre de conséquences sur plein de sujets. J'espère que vous allez m'interroger là-dessus, sur ce que je fais. De ne pas perdre la main sur la réalité. Oui, alors, je vais préciser un peu plus avant. D'abord, on a des clients personnes physiques, malgré tout. Donc, quand je dis qu'on est du côté des employeurs, c'est une vérité à 80, peut-être plus que 80%, probablement à 90%. On a toujours un volant de salariés dont on s'occupe, ne serait-ce que parce qu'on s'occupe aussi des dirigeants, qui est en soi un sujet, parce que techniquement, ça ne relève pas du droit du travail, on le saurait. Donc c'est vraiment spécifique, mais au-delà de ça, on a aussi des salariés, j'allais dire, normaux, pour ne pas perdre le sens des choses. Mais la difficulté qu'on a, en tout cas ce qu'il y a de certain, c'est que lorsqu'on est du côté employeur, il est très difficile d'être avocat du côté des CE, par exemple, ce qui est un sujet intéressant aussi, afin de garder, encore une fois, une intelligence des situations qui sont différentes. Mais là, c'est très difficile pour le coup, parce que quand on est du côté du CE, être du côté de l'employeur, ça pose des questions de fonctionnement du système, et en général, en soi, les clients ne viennent pas naturellement du coup vous voir. Enfin, je parle des uns ou des autres. Donc en fait, on peut avoir des clients personnes physiques, et c'est vrai que c'est sympa d'en avoir aussi. Pour des tas de raisons, pas uniquement pour se dire qu'ils sont gentils ou... Enfin, je veux dire, bons ou méchants, ça c'est une manière française et manichéenne de voir les choses. Donc il n'y a pas que des bons et des méchants, mais en tout cas d'avoir... D'abord, on est très bon quand on est du côté des salariés, quand on est côté employeur. Pourquoi? Parce qu'on connaît justement les ficelles. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. C'est vrai aussi. Hein, bah oui, au moins ça sert à quelque chose. Au moins on a amorti un peu tout ce qu'on fait du côté des entreprises pour s'en servir du côté salarié. Mais je ne sais plus ce que je voulais vous dire, à ce sujet, mais ça doit être passionnant. Mais en tout état de cause, non mais on a les deux, mais simplement on est plutôt vus comme des avocats employeurs. De la même façon que les cabinets sont plutôt vus comme côté employeur, et d'ailleurs dans les classements de cette aimable maison, on fait bien la distinction entre les classements des avocats, des c'est marrant, parce que c'est quand même un sujet que l'on scinde, on ne dit pas... il est très rare qu'en droit des affaires ou en droit civil, on fasse une dichotomie en fonction de la partie dans laquelle on est. Mais en droit du travail, oui. C'est quand même une caractéristique. Et ce qui est formidable dans le droit du travail, c'est que de toute façon, on peut se plaire à mettre en exergue des caractéristiques saillantes qui nous différencient du droit des affaires, mais on fait partie du droit des affaires. Et ça, c'est magique. On est reconnu. Il faut que je vous raconte une anecdote. Moi, quand j'ai commencé, au-delà du fait que j'avais, hélas, pour moi-même, suivi les cours de la matière reine, donc les fiscalistes, les financiers, tout ça, entraient les premiers, tels des princes dans les opérations, parce que c'était les lieux de l'optimisation, les lieux de l'intelligence, les lieux des montages, etc. Le droit du travail pendant ce temps-là, à cette époque-là, donc vous n'étiez pas né, c'était vu comme un passage vaguement obligé, et encore quand on y pensait. En d'autres termes, on fusionnait Pepsi et Coca, puis après on allait voir, dis donc, il n'y a pas un truc à dire à des gens, ouais, il y a un comité d'entreprise, ah bon, et bon, c'est trop tard, c'est fait, d'accord. Donc c'était un peu ça l'atmosphère, c'est-à-dire que le droit du travail n'était pas vu comme structurant dans les opérations. Alors, ce qui est intéressant, ce sont les opérations. Et puis avec le temps, on est monté en gamme, je veux dire dans la hiérarchie. Et aujourd'hui, dans les opérations complexes ou pas complexes d'ailleurs, on met d'abord les gens qui s'occupent du droit du travail, et autour s'organisent tous les autres. Ça, c'est pas mal. Pour l'ego, c'est pas mal. Mais c'est un vrai changement de tropisme qui est lié à la fois à la place hégémonique qu'a pris la production législative en matière de droit du travail. Tous les 15 jours, il y a une idée géniale, une émotion, paf, une petite loi pour être sûr d'être dans l'égalité réelle, cette fois, l'égalité plus que vraie, etc. Donc à chaque moment important, on colle une loi nouvelle. Bon, donc on en a eu beaucoup, si bien qu'au bout d'un moment, tout le monde a compris, y compris les chefs d'entreprise, un peu rétifs, qu'il paraît qu'il fallait s'en occuper. C'est quand même pas une passion, a priori, le droit du travail, pour une entreprise. Et ça, c'est intéressant, justement, du point de vue de la conviction à mettre pour dire, faites gaffe, parce que là, ce serait quand même bien de respecter vaguement les règles. Bon, enfin bref, je ferme cette parenthèse. Donc, non seulement il y a eu des règles tous les 15 jours, mais en plus, il y a eu, et ça, c'est formidable d'être, à mon niveau de maturité, à ce moment de l'histoire, c'est qu'il y a eu une mutation formidable de la société, complète, du sol au plafond.
ne serait-ce que parce qu'il y a la nouvelle technologie, ne serait-ce que parce qu'il y a une nouvelle façon d'envisager le monde au travers de la RSE. C'est énorme comme impact. La RSE a un impact gigantesque sur le droit du travail. La manière dont les scandales Enron, etc., ont déclenché en kyrielle des règles sur effectivement transparence, gouvernance, etc., qui sont aussi des sous-branches du droit du travail, parce que ça a pour objet de promouvoir une manière de répartir et de revisiter finalement le fonctionnement d'une entreprise, qui dans le temps du temps général de Gaulle et sa fameuse participation, en gros, très bien, chacun a sa place, mais néanmoins, on partage de la valeur ajoutée, hein, c'est l'objet de la participation, mais en gros, point. Aujourd'hui, on estime que le salarié peut être actionnaire, non seulement actionnaire, mais il peut être récipiendaire d'informations concernant son entreprise, voire même d'y participer, donc ça a vraiment changé. J'ai parlé de la nouvelle techno, j'ai parlé de l'émergence de cette mutation du travail qui fait qu'on vu émerger aussi récemment, quand je dis récemment, c'est une petite dizaine d'années, tout ce qui tourne autour de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail. Enfin, tout ça, ce sont des événements qui sont venus modifier radicalement la place du droit du travail dans l'entreprise. Écoutez, ce qu'il y a de certain, c'est que, enfin, dans ma perception, puisque les questions sont individuelles et chacun réagit comme il le souhaite, mais tout ce qui manifeste un intérêt ou une curiosité dans une démarche professionnelle quelconque est bienvenu. Et quand je dis quelconque, c'est très large. Rien n'empêche rien, c'est ça qui est bien. On peut aller voir l'entreprise, c'est plutôt une expérience intéressante, ou bien on peut décider que c'est plutôt le monde de l'avocat. Enfin, mais ce n'est pas rédhibitoire, je vois pas il n'y a pas de cursus ou de planning obligatoire pour... ça dépend de ce qu'on veut faire dans la vie, de quel type d'expérience, si vous voulez être au bout du compte un avocat ou pas. Encore une fois, je dis à mes étudiants, être avocat, c'est pas prescrit par le médecin. Hein. Enfin, je veux dire par là que c'est pas parce que j'ai fait 4 ans ou 5 ans de droit que ça y est, il faut être avocat ou rien. C'est pas le même métier que d'être un juriste. C'est un métier différent. Qui emprunte à celui de juriste, c'est entendu, mais c'est pas le même, parce qu'on a, nous, en tant qu'avocats, toujours la frustration de l'absence de prise de décision. On est conseilleur, on n'est pas celui qui agit. Hein. Donc ça, c'est une frustration qui est propre à notre métier, qu'on trimballe comme ça tout du long, alors que dans l'entreprise, on participe à la décision et la décision est prise, quand bien même on s'entoure de conseils. C'est pas la même chose. Et dans notre métier encore, il y a une différence, c'est que certes, il faut connaître la règle de droit, c'est plutôt mieux, mais c'est pas tout. Il y a une dimension psychologique gigantesque dans notre métier. Et je suis épuisée le soir, moins par le soin d'avoir cherché les numéros d'articles et de jurisprudence qui se rapportent à un dossier ou à une question donnée, que la gestion de ce client, de son stress, comme on dit, de ses questions, etc., de l'intensité de sa réflexion. Il faut être dans l'empathie, il faut l'aider autrement que par la production de mémos sans fin sans fond. Les mémos, ça fait longtemps qu'on les écrit plus, et heureusement, grâce à la civilisation du tweet, on a quand même raccourci un peu. Je vais vous raconter tout ce que je peux vous dire sur le licenciement de 1804 jusqu'à samedi en 8. Ça, grâce à Dieu, c'est fini. Aujourd'hui, en gros, si on peut me répondre en 146 signes, ça serait aussi bien. D'ailleurs, on fait beaucoup de SMS. Enfin, ça, c'était une incidente sur la question. Mais fondamentalement, ce qu'il y a de plus passionnant dans mon métier à mes yeux, c'est la diversité des rencontres, des personnes physiques, là pour le coup, Dieu sait que je parle de personnes morales, mais des personnes physiques à qui on parle toute la journée. Des gens différents de toutes sortes, surtout avec des langages différents. C'est extraordinaire parce qu'on parle à une boîte qui est dans la techno. C'est un sabir invraisemblable. Et puis après, quand on passe dans une autre type de boîte, c'est encore un autre wording, fait des tas d'acronymes, et donc il faut apprendre les mots pour être sur la même... Enfin bref, il faut être aux côtés du client, il faut porter ces questions au sens de l'aider et de lui dire mais c'est pas si grave que ça. On va pas lui dire au client, je donner un exemple, un client va vous voir, etc., il présente une situation, bon, c'est pas Noël, mais on va pas se précipiter pour lui dire écoutez, c'est simple, monsieur le client, vous avez le choix entre peste ou choléra. Bon, ça c'est ce que j'appelle les avocats tant pis. Il faut être dans la démarche, quand bien même, je prends un exemple évidemment caricatural, heureusement c'est jamais à ce point-là, mais enfin, il faut se trouver dans la démarche de dire bon, alors,
on a tel objet, regardons si on ne peut pas le regarder autrement, l'objet, c'est-à-dire les faits, c'est toujours essentiel dans notre métier, donc les faits, etc. Repeignons les faits. Vous avez fait ça, bon, évidemment, on n'était peut-être pas obligé de faire ça ainsi, mais enfin, on peut peut-être rattraper comme ça, etc. Donc bref, c'est d'être très agile sur la relation et faire en sorte que votre client ne sorte pas plus abattu qu'il n'est entré dans votre bureau. Je rappelle que quand on vient voir un avocat, moi je suis toujours surprise de ça, quand on vient voir un avocat, on oublie qu'on vient vous voir parce qu'on a un problème. Moi, j'aimerais bien qu'on vienne me voir pour me dire bonjour, ça va, parce que je trouve sympa et tout, et que la dernière fois, on s'était bien marré. Et effectivement, j'oublie que c'est un peu comme moi lorsque je vais chez un médecin. J'y vais jamais, même si je trouve le toubib sympa, mais jamais avec l'idée que j'aurais préféré, somme toute, faire autre chose. Et voilà, ça c'est la dimension juste qu'on oublie un peu, c'est qu'on dit, si le client vous appelle, c'est qu'il a besoin de vous. Et donc, s'il a besoin de vous, il faut être à ses côtés. Et c'est un boulot épuisant. Parce que plus ça va, plus la nouvelle technologie est à la manœuvre, c'est que non seulement il vous appelle, bon, mais maintenant il y a le portable, d'accord, mais il y a le SMS, il y a le SMS, et le SMS est un accélérateur formidable, parce qu'il vous écrit « je vous ai envoyé un mail », je sais bien, je l'ai vu, mais c'est pour vous dire « je vous ai envoyé un mail », sous-entendu, il va falloir voir à me répondre. Oui, mais je l'ai reçu il y a exactement 3 minutes. Bon, donc l'accélération du temps, etc., et pour peu que vous ayez plusieurs clients, fait que l'idée c'est de faire en sorte que le client ait toujours le sentiment que vous vous occupez de lui, et heureusement les équipes servent à ça aussi. Mais bon voilà, c'est beaucoup de dextérité. Donc en d'autres termes, quand on veut en tout cas travailler comme avocat, il faut être prêt d'ailleurs à cette gymnastique, c'est-à-dire être prêt à ne pas suivre ce qui est écrit sur l'agenda de votre journée, faire face à des événements qui ne sont pas prévus, à l'imprévisibilité, et surtout être toujours, d'attaque, c'est-à-dire susceptible d'être en réponse et en aide. Le juriste se trouve aussi dans cette situation-là de nos jours dans son entreprise, puisque ses clients, ce sont ses collègues de tous les services, donc il est un peu comme l'avocat. La seule chose, c'est qu'il n'a qu'un seul client. Qu'on le veuille ou non, ça peut être des départements ou des succursales, c'est quand même un seul client. Mais c'est pas tout à fait les mêmes ressorts. Mais enfin, en tout état de cause, c'est un job épuisant. Moi, les finances, comme je sors de la fiscalité, je peux vous dire, moi, les milliards d'euros, ça me fait ni chaud ni froid. Je veux dire, c'est pas à concurrence d'un enjeu considérable selon qu'on fusionne Pepsi et Coca que ça me va m'émouvoir plus que davantage que la mise en place, je sais pas, d'un plan d'intéressement dans une entreprise qui sort d'un PSE. Je serais peut-être plus émue, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'on est touché dans notre métier, on est touché. Et vous parlez je me tourne vers vous, mais les moments d'empathie dont j'ai des souvenirs les plus importants, c'est effectivement au contact des personnes physiques. C'est-à-dire, je me suis occupée d'un certain nombre de personnes physiques et j'ai vraiment été touchée par leur histoire. C'est une des raisons pour lesquelles aussi, probablement, travailler pour la personne morale permet de mettre un poil plus de distance que si vous êtes tout le temps, toute la journée en train d'écouter une histoire qui vous touche, qui vous émeut. Mais néanmoins, vous êtes avocat et donc il y a la distance d'abord de la personne et puis la distance des règles, la distance de la stratégie, la distance de... Mais il n'empêche que vous pouvez être touché et c'est vrai qu'on est davantage touché par ce qui arrive aux individus qu'à ce qui arrive à une entreprise. Mais néanmoins, on peut avoir une affection particulière soit pour les animateurs de cette entreprise, soit pour cette entreprise elle-même parce qu'elle a un produit que vous aimez bien, et soit à l'inverse, vous n'aimez pas cette entreprise parce que son produit vous dit rien ou ses animateurs sont pas de votre... Voilà, vous vous entendez pas bien avec eux. Ça arrive aussi. Mais l'idée, c'est d'en avoir le moins possible. C'est de s'entendre le mieux possible avec qui vous parlez. Mais l'empathie est une dimension très importante. Mais de toute façon, si j'avais pas d'empathie, je n'aurais pas d'enthousiasme. Et si j'ai pas d'enthousiasme, je ne peux pas être performant. Je ne peux pas trouver la solution s'il n'y a pas un truc qui me donne envie de réussir. Non, les rares fois où on l'a fait, ça n'a pas marché, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas l'avenir néanmoins, hein, ça n'a pas marché du tout. Moi j'ai une affaire qui date d'il y a au moins 8 ans, on n'est pas encore fini le premier round du prud'homme, parce que c'est un empilement de questions, j'allais dire préalables les unes derrière les autres. À un moment donné, on a tenté la médiation et évidemment ça n'a pas marché.
là, on touche un peu à la médiation, collaboratif, procès. Enfin, je veux dire, on est en train de parler, hein, là on sort de la sphère du conseil pour aller toucher celle du procès en général, ou de ses formes. Il est clair que, si vous voulez, moi j'ai une théorie là-dessus. Voilà, je vais la dire autrement. J'ai une théorie, donc je vais vous l'exposer, c'est plus simple. Ma théorie est la suivante, c'est que si en amont, je produis, je étant notre législateur, je produis des lois en permanence, de toutes sortes, qui disent il faut faire ceci, il faut sauter à pieds joints, donc sur la forme, sur le fond, sur le etc., sur le quantum, sur le délai, et que j'empile donc ces normes, plus j'empile de normes, plus il y a de chances que l'une des deux parties, agissant en droit du travail, se soit plantée. Et suivez mon regard, c'est plutôt fait pour ma malheureuse victime de client, parce qu'il y a aussi des entreprises victimes. Enfin, passons. C'est une blague. Donc, il y a plus de chances que je me plante. Vous êtes trompé là-dessus, sur cet article, sur celui-ci, etc. Donc, j'ai la liste longue comme le bras de tous les griefs Et donc, si dans le même temps, on dit quand même, on étant toujours le même législateur, oh ben quand même, le procès prud'homal, oh, quelle perte de temps, oh là là. Non, il faut trouver des modes alternatifs de résolution des litiges. C'est ça qu'on dit de manière très chic. Là aussi, avec un mot en TIF. Tout ce qui est mot en IF, collaboratif, participatif, alternatif, tout ça, c'est des bons mots. Innovatif n'existe pas, mais c'est dommage, parce que c'était un peu la même idée. Si on a des alternatives, eh ben, c'est mieux. La réponse est bien sûr, une bonne transaction est toujours mieux qu'un mauvais procès, ou un bon procès plutôt. Bien sûr, sauf que, à force d'attiser, j'allais dire, d'attiser le sentiment, le ressenti que moi, salarié, j'ai affaire objectivement, hein, à une liste longue comme le bras de transgressions et de violations cumulées, commises par cet employeur, pourquoi diable irais-je lui faire le cadeau, si je puis dire, d'une ou deux rubriques sur 8, 9 là où finalement le juge, en faisant son boulot tranquille, sans s'énerver, nothing personal, only business, le tic marque les trucs et me donne en face. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vraiment on veut aller vers la médiation sur le thème, quand il y a un litige, c'est-à-dire que depuis le harcèlement moral supposé et ou réel, en passant par, je sais pas quoi, 3 heures sup ratées ici, là, bon, enfin, un certain nombre de griefs. Mais si on veut vraiment résoudre ces sujets sur le thème, c'est trop compliqué à démerder, parce que, écoutez, trouver une solution, qu'on en sorte, que le salarié puisse tourner la page, aller de l'avant, aller vers l'avenir et non pas regarder le passé, et que l'employeur, je veux dire, fasse amende honorable avec un chèque. Tout ça paraît un expédient formidable. Je veux dire, on ne peut être que d'accord avec ça. Bon. Mais pour ça, il ne faut pas alimenter la machine à normes, matin, midi et soir. Parce que si je le fais, il n'y a aucune raison, enfin je veux dire en tant que salarié, aucune raison de faire un cadeau surprise à l'employeur, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est vécu comme ça. Je veux dire, moi, si je vais faire une médiation, étant précisé qu'il ne faut pas confondre le mot médiation avec conciliation, qui est autre chose. Ça n'est pas la même chose, la médiation c'est trouver la troisième voie, enfin, donc j'allais dire, vous vouliez de l'argent, j'ai transgressé des normes, je vais vous donner un job. Enfin, voilà, c'est ça la médiation, si je puis dire, c'est-à-dire c'est répondre par autre chose que les demandes. La conciliation c'est tu demandes 1 million, je suis prêt à en donner 10, 20 000, donc on en donne, je sais pas quoi, la moitié, c'est pas pareil. Mais c'est clair que la médiation ne fonctionnera, enfin tout ce qui est forme d'évitement du juge ne fonctionnera que dans un univers stabilisé en termes de normes. Voilà. Donc, voilà, moi c'est ma position. Donc pour le moment, moi je ne suis pas un pouce au crime du judiciaire. La preuve, c'est que je ne suis pas formé pour ça. J'ai jamais fait de judiciaire, finalement. Bien que j'ai voulu être magistrat, j'ai jamais fait de judiciaire. Je suis même pas avocat pure souche. Je suis un transfuge, je suis conseil juridique de la loi de 1991. J'allais dire transformé en avocat par l'effet de la loi. Donc c'est vous dire que je suis loin du bord. Hein. Mais néanmoins, donc justement, mon appétence pour le tribunal et le procès n'est pas développée. Enfin, je veux dire, j'ai pas une passion pour ça. Sinon, j'aime bien quand même. Mais voilà, donc j'ai pas une appétence pour ça. Donc tout ce qui me permet d'éviter le juge, moi, je suis court d'avance. Mais je dois observer que j'ai pas la queue au portillon de médiation. Mais c'est sans doute une voie possible, mais pour le moment, il faut reconnaître que je n'ai pas été frappé par une demande quelconque des parties.
Non, moi j'ai toujours, je dis à mon client, si on me propose, il faut dire oui, et d'abord, c'est en principe astucieux. Alors, sauf si à la clé, une question de principe insurmontable qui fait que si jamais j'ai l'air de céder, alors j'ai la queue. Bon, ça c'est autre chose, mais c'est pas tous les matins du monde. Et plus les affaires ont l'air complexes, plus une solution simple, loin du prétoire, est intéressante. Ce d'autant que ça fait du bien de temps en temps de ne pas se trouver dans cet environnement judiciarisé, j'allais dire américanisé de fait, votre honneur. Il ne manque plus que ça, mais à cause des séries, il y a un impact extrêmement fort qui fait que moi aussi j'ai droit à aller devant le juge. Bon, donc non, il faut transiger, il faut se mettre d'accord, il faut être raisonnable, un peu de raison. Ça fait partie justement, dans mon métier, ce que j'aime tant, c'est d'essayer de redonner de la rationalité dans l'irrationnel. Vous savez, l'hostilité, alors il y a des affaires dans lesquelles il n'y a pas d'hostilité du tout, c'est mécanique, etc. Mais il y a des affaires où il y a de l'hostilité, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Eh bien, on a un office psychologique auprès de nos clients pour dire est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que vraiment... Vous savez, c'est un peu comme l'éducation, je prends toujours cette image, j'essaye de convaincre mes clients, leurs parents-enfants, je veux dire les parents-enfants, il y a une relation qui fait que c'est d'abord aux parents de faire un geste. Enfin, vous êtes dans cette même position-là, vous êtes l'employeur, celui qui a le pouvoir précisément. Donc, faites ce geste. Et j'aime la stratégie. C'est-à-dire que la stratégie, c'est pas toujours de vouloir aller fleur au fusil, on va gagner. D'accord, on va gagner. Mais gagner, c'est aussi parfois ne pas vouloir faire la guerre. Gagner, c'est parfois aussi avoir une espèce de grandeur et surtout ne pas attiser ou aggraver cette mauvaise image de l'employeur qui de temps en temps tombe dans cette mauvaise image par un effet mécanique, etc., qui fait qu'au bout du compte, il passe pour le salaud. Et ça me déplaît, parce que pour un échec comme ça, c'est 2-3 lois que j'appelle funestes, voilà, déjà, paiement en tarif cash, et par ailleurs, c'est un déficit d'image qu'il est très difficile de rattraper, parce que ça devient autant d'anecdotes pour montrer que tel employeur, elles sont mal. Donc on a un office, nous, de faire en sorte que les choses aillent mieux. Alors parfois ça ne va pas mieux, donc on va devant le juge, enfin on fait le boulot, quoi. C'est pas le... Est-ce que... Si, j'ai dit que j'aimais bien quand même, j'aime pas perdre, si je puis me permettre. Enfin, si je puis juste... Voilà, j'aime bien plaider, j'aime pas perdre. Et beaucoup donc, de, du coup, de risques de perdre lorsque vous... Hélas, c'est un risque... Non, on a de bons dossiers, je dis pas, mais enfin, disons que par exemple, là, demain j'attends un prononcé, un délibéré, et sincèrement, le délibéré a cet effet sur moi de la restitution de la copie de cours. Je vous assure que c'est vrai, c'est terrible de l'avouer à mon grand âge, mais je me souviens, j'arrivais en classe, je m'asseyais, c'était le cours de maths, enfin il fallait nous rendre le devoir de maths, et ça me fait le même effet, donc on a l'estomac qui serre un peu, etc. Je ne m'habitue pas. Je ne m'habitue pas à la perspective on pourrait penser qu'on s'endurcit à force. On plaide quand même. Alors moi, je plaide pas tant que ça, justement. Comme on est encore une fois 35 et 8 associés, dont un qui plaide matin, midi et soir et qui ne fait que ça, donc il ne fait que du contentieux, forcément, on a un peu moins de dossiers contentieux. Mais enfin, en gros, en moyenne, disons que je plaide, une fois par mois, 1,5 fois par mois. En moyenne, sauf les années précédentes où j'ai plaidé même beaucoup, puisque je suis l'avocat qui a plaidé la saga de la tentation, du côté de TF1. Si je vous en parle, ça je fais, c'est un passage de bravoure. J'ai perdu, mais avec grâce. C'est pas mais voilà. Donc demain, j'attends une décision, c'est une décision importante. Là, pour le coup, il y a beaucoup de comment dirais-je, enfin il y a une dimension psychologique importante entre les parties qui ne s'apprécient pas, ça s'est mal passé, c'est un dirigeant qui s'est fait évincer, je suis du côté de l'entreprise et voilà, c'est un dossier qui a un fort impact affectif pour mes clients, hein, enfin pour mon client. Et donc voilà, donc j'attends cette note demain matin. Et c'est vrai que voilà, ça c'est le côté régressif qui me déplaît. Mais j'adore plaider parce que vous voyez, c'est comme donner un cours à la fac, c'est comme tenir une conférence, c'est comme c'est tenter de convaincre qu'on n'a pas tort, qu'on a raison ou qu'on n'a pas tort. C'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, d'être dans la conviction, d'être dans la démonstration, d'être dans la mesure, même si on est dans l'outrance pour la démonstration. C'est-à-dire que
Il faut montrer qu'on est mesuré quand bien même on est du côté de l'employeur. Quand on est employeur, on ne peut pas tout se permettre. Il y a des exigences de respect qui paraissent naturelles d'ailleurs, hein, mais on est beaucoup plus tenu, nous, en tant que plaidants du côté employeur que du côté salarié, où on est plus aisément dans la position technique de la victime. C'est celui qui a perdu son boulot, schématiquement, hein, quand on est pour une histoire de licenciement. Vous voyez, donc c'est pas la même chose. On est dans la justification, alors que quand on est salarié, on vient exposer une situation que l'on estime être une blessure d'abord. Et voilà, donc c'est pas pareil. Enfin, la plaidoirie prud'homale est une joute oratoire, on l'a souvent dit. C'est une joute oratoire qui a quand même des canons, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. J'aime bien qu'il y ait un peu, j'appelle ça d'élégance, enfin, voilà, une forme, mais ça n'empêche pas un peu d'humour, ça n'empêche pas un peu d'outrance, ça n'empêche pas voilà, ça n'empêche pas tout. Hélas, c'est tout le charme de notre métier. Oui. Ouais. Il n'est pas exclu que, compte tenu à la fois de la lourdeur des audiences, etc., c'est pas qu'il n'est pas exclu, c'est que ça dépend des audiences, ça dépend de la police conduite par le juge, qui, par exemple, assigne des délais. Vous avez 10 minutes chacun, moi ça m'est égal, mais mon dossier, 10 minutes. Et ça retire pas mal de saveur aux envolées lyriques, au logoré, aux effets de manche. Évidemment, en 10 minutes, il était une fois, etc. Bon. Ça restreint la saveur et vous avez raison, il est probable que plus ça va, plus l'exercice de plaidoirie se limitera à des observations, ce qui retire probablement, même dans notre secteur, toute son âme. J'avais bon espoir quand même que ça ne devienne quand même pas au niveau du TA, parce que les juges... TA, c'est raide, enfin, parce que on a des conseillers non juges, non professionnels. Donc je me dis qu'il faudra quand même, j'espère, toujours continuer de leur expliquer le droit, donc je garde espoir. Les malheureux juges, ils en écoutent quand même beaucoup d'histoires. Et tout le monde n'est pas dans le... Enfin, de temps en temps, on se dit, pas facile d'être juge quand même, hein, parce qu'il y a à la fois des plaideurs qui ne sont pas enthousiasmants, et puis parfois il y a des histoires qui ne nécessitent pas justement qu'on s'étende tant de temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc forcément, au bout d'un moment... Mais cela dit, certes, il est probable qu'avec la technologie, etc., on se dise des choses de manière tweet, hein, mais d'un autre côté, le procès fait partie de ces moments importants où on a besoin d'aller, comme un exutoire, d'aller porter son affaire, etc. Je suis toujours fascinée quand... c'est vrai du côté des employeurs, un peu moins que du côté des salariés. J'ai un souvenir, une anecdote. Un salarié était venu me voir avec, je sais pas moi, tous ses classeurs, toute sa vie. Bon, toute sa vie, 10 ans de... Et il tournait les pages. Et là, vous avez vu, j'ai dit ça, et vous avez vu, là j'étais bien noté, là il était content, là j'ai eu un bonus, j'aimerais bien, etc. Et il m'a dit, il m'a fait, et j'ai dit, bon, là, on tourne les pages. Je voyais qu'on était qu'au premier classeur, etc. Le truc ne s'arrêtait jamais, quoi. Et je lui dis, à un moment donné, je me suis rendu compte à quel point j'avais commis une faute psychologique. Je lui dis, mais vous savez, le juge, lui, il veut savoir en quoi l'employeur a eu tort. D'accord. Donc, vos faits d'armes, enfin, votre carrière irréprochable, on peut le dire en passant, mais sincèrement, aucun juge au monde va s'intéresser, pardon de vous le dire, mais aux 3 tomes que vous me mettez sur la table. Il faut qu'on soit expédient, qu'on trouve 3-4 pièces pertinentes. Et là, je lui ai ruiné, mais vraiment ruiné, je l'ai vu se décomposer devant moi, je l'ai vu se décomposer sur le thème « Elle ne me comprend pas ». Et c'est très difficile d'expliquer aux personnes, y compris morales, que c'est pas parce qu'on abreuve ce malheureux tribunal de 4334 pièces que du coup le dossier sera plus pertinent. C'est difficile, hein, et parce que ça, etc. Et puis en plus, eux, c'est leur vie, quoi. Je rappelle que du côté du salarié, ça relève plus du divorce, n'est-ce pas, comme analogie, qu'autre chose. Et le juge, lui, bon, il va regarder
il va regarder rapidement. Et c'est difficile de dire il faut être concis, il faut être percutant, il faut être... voilà, alors que vous parlez de la vie des gens. Et c'est malgré tout, et c'est pourtant, j'allais dire plutôt, c'est pourtant ce qui fait l'intérêt de ce métier, c'est de s'intéresser à la vie des gens, même d'une entreprise. C'est la vie de l'entreprise, c'est toujours passionnant. Et surtout de nos jours où les entreprises se réorganisent, trouvent des modes de management différents, ont eu des crises de management, imaginent mettre en exergue la confiance. Enfin, c'est formidable, c'est des trucs, c'est des histoires, c'est des tranches de vie, quoi. Et moi, ça m'intéresse par curiosité. Mais cela dit, pour la phase judiciaire, il faut être plus résumé. Donc voilà ce que l'on peut dire sur la question du procès. Mais je dois admettre que c'est un exercice absolument jubilatoire. C'est jubilatoire. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de vous écouter. Premier point, enfin, sauf s'ils vous donnent 3 minutes aussi. Ils sont obligés de vous écouter et vous êtes là. Vous avez votre connaissance et mais vous avez toute votre intelligence à mettre et vous faites vivre une histoire. Vous racontez une histoire. C'est comme au théâtre. Ça, c'est vrai que c'est comme au théâtre. Parce que vous faites vivre les personnages, vous leur prêtez des intentions en plus. C'est formidable. Vous vous entraînez avant de passer? On ne peut plus maintenant. Mais j'ai dû faire ça devant la glace. Quand j'étais petite. Je me souviens, j'étais la première fois, je m'en souviens bien, hein, c'était un 1er avril 1993. Et je plaidais dans une affaire prud'homale pour mon client entreprise, bien entendu, qui avait licencié, tenez-vous bien, ce malheureux salarié américain de son état, comme ça, ce soir, t'es viré, demain, tu reviens pas, américaine. Le tout en anglais VO. Et le type avait un contrat américain, mais il travaillait à Paris. Je vous parle de 1993, on est loin du droit du détachement, etc. Et donc il s'est fait licencier, manu militari, et sans procédure, sans lettre, sans rien. C'est pas facile. Et il se trouve néanmoins, en tout cas au prud'homme, j'ai gagné cette affaire sur le thème, mais ce type est un Américain pur sucre. Il est américain, il a un contrat de travail américain, il est payé en US dollars, il paye la sécu aux États-Unis, par conséquent, il n'est pas à nous. Bon, ça a marché. Bon, je ne suis pas sûre que ça marcherait de nos jours. Mais c'était formidable comme expérience. Et là, j'ai dû m'entraîner des heures carrées, j'en suis certaine. Plusieurs éléments. D'abord, la mention de spécialité de l'Ordre des avocats de Paris, c'est spécialiste en droit du travail, virgule, de la sécurité sociale et de la protection sociale complémentaire. Ça, c'est le petit titre, non comme ça. Donc, ça va avec. En d'autres termes, il n'existe plus la mention droit social, qui voulait dire, on ne savait pas trop, ou droit du travail tout court. Donc, quand vous êtes spécialiste dans le secteur, c'est la totale. Bon, donc déjà, c'est intéressant parce qu'effectivement, ce cousinage est proche entre... Maintenant, on peut être plus ou moins ceci ou cela. Moi, je suis plus travailliste, bien que j'ai beaucoup travaillé en matière de sécu et de protection sociale complémentaire, notamment les retraites chapeau, les problématiques de retraite par CAPI, article 83. Et alors, j'en viens, je vais vous répondre. Je vais vous répondre autrement. Dans mon cabinet, dans mon département, en droit du travail, j'ai voulu l'organiser avec, j'allais dire, des travaillistes normaux, à la mode, enfin c'était à la mode. Et en outre, j'ai des équipes qui sont dédiées à l'impôt sur le revenu, donc ils font de l'IR, et l'IR c'est de la fiscalité, merci, mais la fiscalité intégrée dans le droit du travail, et j'ai une équipe aussi protection sociale / protection sociale complémentaire. Parce que dans ces équipes-là, tous ces collaborateurs qui ont des dominantes plutôt comme vous ou plutôt fiscales, travaillent dans un univers de droit du travail, de questionnement de droit du travail. Donc, s'ils n'en font pas quotidiennement, ils comprennent parfaitement, ils comprennent plus que ça, ils ont fait des études à cet égard et donc ils connaissent la norme. Mais ce que vous pourriez faire, vous, pour essayer d'être toujours relié au droit du travail, pour montrer que vous l'êtes, mais de valoriser, parce que vous avez une vraie valeur
protection sociale, etc., c'est juste vital, c'est-à-dire que c'est l'étape d'après. On a eu l'âge d'or des fiscalistes de 1830, là, comme j'ai rencontré. L'âge d'or du droit du travail, c'est encore en ce moment, mais l'âge d'or qui vient, c'est le vôtre. Pourquoi ? Parce qu'il s'appelle le modèle social français, à revoir. Et les problématiques des travailleurs indépendants versus les salariés, etc., l'hégémonie ou pas, ou le positionnement. Bref, à un moment donné, ce sera une question que de sécu, de protection sociale. Donc vous avez un avenir flamboyant. Donc il ne faut pas le quitter, c'est vraiment une pépite que vous avez entre les mains. 2, il faut ouvrir et élargir votre activité, ou vos connaissances et vos compétences, à des sujets qui, je ne sais pas si dans l'enseignement, puisque moi je n'ai pas fait d'enseignement du tout dans ce secteur, mais il faut veiller à intégrer à vos compétences tout ce qui tourne autour des rémunérations collectives. Je vais parler des stock options, des AGA, attribution gratuite d'actions, et de l'épargne salariale. Et aujourd'hui, les affaires de PE, PERCO, je veux parler de retraite, là aussi, retraite collective, ensuite les retraites chapeaux qui sont en train de mourir de leur belle mort parce qu'en plus c'est des trucs très laids, bon ok, mais ce sont des dispositifs qui touchent à la rémunération des salariés dans un cadre de droit du travail. Si à cela on rajoute en plus une dimension internationale dans le cadre des détachements et de l'application du certificat, etc., qu'on donne dans les hypothèses de détachement européennes, de la directive, tout ça, ça vous donne une compétence qui vous arrime bien au droit du travail. Donc, vous avez entre les mains vraiment un socle de compétences qu'il faut absolument cultiver et vous assurer que vous êtes bien, j'allais dire, compétente également dans ce que je viens de dire, épargne salariale, stock option, AGA, actionnariat salarié, etc., j'en passe. Mais vraiment, et du coup, qu'on doute que vous ayez des compétences en droit du travail, c'est-à-dire est-ce que vous savez licencier ou pas, ou est-ce que vous connaissez la procédure de PSE, bon, c'est sans doute passionnant, mais vous le savez, enfin bien sûr, faut dire, vous doutez ou pas, mais peu importe, ce qui compte, c'est ce que vous savez, vous, actuellement, en tant que spécialiste en sécu, protection sociale, c'est juste, ça suffit, enfin voilà. Et chez moi, les gens qui sont venus chez moi pour faire que de la protection sociale sont un peu comme vous, mais à force, par capillarité, en travaillant les uns avec les autres, ils finissent par faire un peu de tout, mais on leur demande pas, enfin moi je leur demande pas de s'occuper de PSE, quoi, ça n'a pas de sens, c'est absurde, chacun son métier. Mais c'est très important d'agréger à vos connaissances, et je ne sais pas si dans l'enseignement, peut-être qu'on l'applique aujourd'hui, on agrège bien ce que je dis sur l'épargne salariale. Là, ça dépend des cabinets. C'est très, chaque cabinet, finalement, a ses règles, a ses normes. Nous, on est un cabinet où on compte 30 associés, donc on finit par être gros, et donc forcément, on crée des règles pour atteindre le Graal. Encore une fois, sur les 40 associés, il n'y en a que 8 au social, hein, le reste, c'est autre chose. Donc forcément, on a des règles, évidemment, de compétences, évidemment aussi de leadership, c'est-à-dire d'entraînement et de capacité à mener une équipe, des gens qui sont contents de bosser pour vous, de savoir gérer le client au sens empathique, si je puis dire, et en tout cas suffisamment bien du terme. Et puis le chiffre d'affaires, c'est la manière dont vous avez pu contribuer au fait de trouver des clients et participer à la croissance de ce cabinet. Mais il n'y a pas de... Enfin, chez nous, en tout cas, c'est un ensemble de paramètres qui ne sont pas évalués scientifiquement. Il n'y a pas de paramètres fixes qui répondent oui ou non et qui vous déclenchent ou pas la position d'associé. C'est une progression qui fait qu'à un moment donné, elle s'impose à vous. C'est-à-dire que c'est naturel de vous reconnaître associé. Et nous, on le fait volontiers. Encore une fois, on n'aurait pas... Ce cabinet dont je parlais tout à l'heure... Notre cabinet s'est créé en 1995, ils étaient 6, voilà, aujourd'hui on est 140, il y a 40 associés, on l'a créé toute pièce, donc on n'a pas... Enfin, nous, c'est comme ça. Après, les règles sont différentes, il y a des petits cabinets, il y a des gros cabinets, il y a des... Enfin... J'ai envie de vous répondre d'abord, parce que c'est mon genre d'être iconoclaste et provocatrice, c'est que j'ai autant d'anecdotes à vous indiquer sur le thème... Il n'existe plus de démission de nos jours. Le salarié, quand il estime qu'il a autre chose à faire, et qu'en général, il a, heureusement pour lui, un boulot, il va voir son chef pour dire « j'aimerais autant partir par une rupture conventionnelle ». Donc, ce que je veux dire, c'est que sur cette idée, je parle de l'idée sur l'initiative. Je ne parle pas de l'imputabilité, mais je parle de l'initiative. Je pense que, en gros,
ça doit se répartir assez équitablement des anecdotes et donc du nombre de « j'aimerais bien que tu prennes la rupture conventionnelle » de « j'aimerais bien partir, mais je le ferais bien, mais sous la rupture conventionnelle ». Je pense que ça s'équilibre. Pourquoi ? Parce que quand on y réfléchit juste abstraitement à ce truc, une rupture conventionnelle, c'est cet acte magique qui n'est pas motivé et qui caractérise finalement un accord que nous avons pour nous séparer. Quand on réfléchit 2 secondes, si j'ai un accord pour me séparer avec vous, ou réciproquement, c'est bien qu'il y en a quand même un des deux. Enfin, c'est très rare qu'on arrive dans la même pièce et on dit « je veux partir, je veux que tu partes ». C'est rare. La rencontre de volonté est très très rare qu'elle se passe au même moment. En d'autres termes, ça veut dire qu'il arrive, selon les cas de figure, que soit l'employeur dit « c'est une rupture conventionnelle, ça ne dirait pas », et à l'inverse, un salarié le fasse aussi, le cas échéant, pour sortir du bois, si je peux dire. Donc, je ne pense pas que l'initiative de dire le mot magique, que ce soit l'employeur ou le salarié, dise grand-chose sur l'imputabilité qui est un autre débat. L'initiative, c'est une chose, mais l'imputabilité, c'est à qui la faute, si je peux dire, l'imputabilité d'une rupture. Vous me demandez donc mon opinion sur cet OVNI. S'il a été fait pour désengorger les tribunaux, il a été fait sans doute pour faciliter, en tout cas, ce moment pas toujours utile qui consiste à infliger à autrui une liste longue comme le bras de catastrophes qu'il aurait commises pour qu'il parte. Je veux dire par là qu'il est probable que la rupture conventionnelle, en partie, réponde aux cas de figure que l'on voyait fleurir dans un nombre considérable de cas où comment dirais-je, il fallait passer par des griefs qu'on s'envoyait par recommandé avec AR et après on transigeait et on se mettait d'accord pour dire je t'aime pas ou comme si, enfin c'était un peu artificiel. Donc déjà il y a tous ces gens, tous ces départs un peu maquillés, il faut quand même dire les choses, qui n'ont pas besoin, encore une fois, de sortir le bazooka pour se séparer sans, voilà. Après, il y a eu aussi probablement le souhait, à l'époque, on parle quand même d'une affaire qui a maintenant plus de 7 ans, d'un dispositif qui permet aussi justement d'enterrer l'âge de guerre avant qu'elle ne sorte obligatoirement et de s'envoyer des noms d'oiseaux. Parce que le licenciement pour motif perso, puis encore une fois, il ne peut pas s'appliquer pour le motif économique. On est d'accord que la rupture conventionnelle, même si par extraordinaire, il y a eu des entreprises qui se sont livrées à des ruptures conventionnelles à la place de PSE, ça c'est très laid, ça c'est interdit. Donc bon, ça n'existe pas et en général ils sont rattrapés par la patrouille, ce qui n'est pas très malin d'aller mettre ça en place. Mais passons. Donc c'est bien dans le motif perso, c'est donc bien pour s'éviter les incompétences, négligences blâmables, divergences de vues, etc. C'est pour ces cas de figure-là, en vrai. Bon. Donc probablement entre la nécessité de mettre un terme à ces arrangements qui passaient par ces licenciements qu'on crée de toutes pièces, et puis aussi pour les cas de figure où on s'évite de déterrer l'âge de guerre brutalement alors qu'on peut simplement se dire qu'on fait le constat que bon, tu n'y arrives pas et moi j'en peux plus. Donc au lieu de se dire des horreurs, une bonne poignée de main, les indemnités égales à celles que je te dois normalement, et la vie continue. C'est assez raisonnable quand on y réfléchit. Maintenant, après, vous êtes en train de... Donc jusque-là, je trouve que le produit est formidable, parce que voilà quelque chose qui est souple et qui permet, dans le fond, de s'éviter, encore une fois, des atermoiements difficiles ou des difficultés. En outre, aussi, ça désengorge les entreprises, les tribunaux, pour répondre à votre première observation. D'un produit intéressant parce qu'il est très atypique dans notre univers, mais ça arrivait, les ruptures amiables, c'était un truc qui existait. Après, pour me dire, mais quand on le dévoie et quand on l'utilise comme une arme atomique en disant c'est simple, c'est soit la rupture conventionnelle, soit c'est la faute grave, soit je le passe par la fenêtre, le troisième élément, j'en sais rien. Là, c'est toujours pareil, c'est l'application dévoyée d'un dispositif. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il suffit de refuser et puis de passer à la faute grave. Essaye, et on verra bien. Et là, en général, l'employeur, normalement, s'il se livre à ce genre de menaces, qu'est-ce qu'il va inventer ? Très bien, il invente un truc, mais là, en général, là aussi, le tribunal en embuscade remet les choses à leur place. Mais enfin, c'est toujours pareil, vous savez,
Pourquoi j'aime le droit du travail? Parce qu'à toute règle qui peut paraître un tant soit peu rationnelle et paisible en soi, c'est pas... il y a dans l'usage qu'en font les humains le risque de dérapage, de dévoiement, d'excès, d'outrance, d'injustice, de méchanceté, enfin, tout ce qui fait l'être humain. Et donc il n'existe pas, et ça c'est un peu notre croyance folle, nous avons une espèce de croyance collective en France, particulièrement ici, où le droit du travail devrait être le seul droit, un droit idéal, c'est-à-dire un droit pur et parfait. En droit pénal, il est interdit d'assassiner, sinon ça fait 20 ans, ou je perpète, enfin je veux dire, il y a un tarif. On ne vous dit pas d'assassiner, ça veut dire de faire un truc très très lève avec l'opprobre moral qui va avec. Je veux dire, c'est très simple, hein, assassinat c'est temps. Voilà. Donc après vous voyez. En droit du travail, c'est plus que ça. C'est qu'on voudrait que la règle de droit que l'on examine, elle soit insusceptible d'être transgressée. Vous voyez, qu'elle soit insusceptible. Ce n'est pas une norme en droit du travail, c'est un absolu. Et donc forcément la rupture conventionnelle ou le PSE, tout ce qu'on veut, n'importe quel sujet de droit du travail est susceptible d'être vu comme un produit que, voyez bien, l'employeur il fait ça, et tel autre il fait ça. On a ce côté, l'anecdote prend le pas sur le principe. Alors que finalement, dans tous les autres secteurs du droit, eh bien, on a une norme, et puis de deux choses l'une, on s'y conforme ou on ne s'y conforme pas. Il y a un tarif. En droit du travail, c'est non. C'est le fait même d'y penser, c'est le fait même de twister, c'est le fait même de dévoyer qui est d'une gravité inextinguible parce qu'elle est moralement répréhensible. C'est très surprenant. Hein. C'est très surprenant de faire ce constat. Et donc, moi, la rupture conventionnelle, je trouve ça très bien, voilà, pour répondre succinctement. Mais comme toute chose, moi, je suis un être, bien que j'exprime de manière, j'allais dire, extravertie un certain nombre de choses, j'aime bien le côté mesuré, etc. Je n'aime pas l'outrance. Donc après, si on utilise la rupture conventionnelle comme une arme qui consiste à imposer à autrui quelque chose dont il est écrit que ça ne peut être que si je suis d'accord, et pas si vous me l'imposez, après si les mots ont un sens, voilà. Bon, j'aime pas le dévoiement, voilà. Mais sinon le produit est intéressant parce qu'il est un peu hors sol, un peu dédramatisé. Parce que vous savez, je me suis mis dans la peau de celui qui reçoit ma lettre de licenciement. Moi, mon métier, quand j'étais petite surtout, enfin, maintenant j'en fais un peu moins, mais c'était d'écrire des lettres de licenciement. Enfin, je veux dire, un employeur, il me dit, voilà, il s'est passé tel événement, est-ce que vous savez me l'écrire? Parce que... Et l'exercice auquel je me suis livrée, enfin, à chaque fois que je me suis livrée à cet exercice, j'en ai pris conscience qu'un peu plus tard, évidemment, au début, bon, on fait comme on peut, mais je me suis toujours dit, attends, on est quand même en train de parler d'une vraie personne physique, pas chamoulard abstrait. C'est un vrai monsieur avec, voilà. Il a fait des choses, alors il excite le client, il a fait ci, il a fait ça, et en plus il n'a pas dit bonjour à la dame, et en plus, etc. Donc, bon. Et donc pour donner une espèce de force à ce que l'entreprise vous dit, etc., ou la manière que vous avez, vous, de vous représenter l'événement, vous vous mettez à écrire un truc, mais mettez-vous 2 secondes dans la peau de celui qui reçoit ce courrier. Et c'est ce que je dis à mes collaborateurs. Je leur dis, mais, ok, il n'a pas été à la hauteur de la mission, ok, il a raté, ok, ses objectifs ne sont pas remplis. Mais il a vraiment besoin de recevoir ça comme poulet. Il a vraiment besoin de recevoir un truc qui est d'une je sais pas comment dire, d'une force, alors violence, il ne faut pas exagérer toujours dans les termes, enfin en tout cas enfin, c'est méchant, quoi. C'est méchant. On peut dire qu'il n'est pas à la hauteur parce que c'est probablement pas le bon profil, parce qu'il s'est peut-être un peu laissé couler douce, enfin voilà, mais on n'est pas obligé de dire, et en plus c'est moche ce que vous avez fait. Vous voyez, c'est cette espèce de hargne, et cette hargne, on l'a, c'est espèce d'escalade de la hargne, alors l'employeur écrit de manière hargneuse, le salarié répond de manière hargneuse, le juge regarde ça, voilà. Désescaladons un peu, dédramatisons un peu les sujets. Le vrai problème, et je pense que mon métier ne consiste pas uniquement à appliquer la règle, c'est simplement de regarder notre vrai problème en France, c'est qu'on a besoin on a besoin de se trouver dans une forme de dramaturgie permanente. On est dans le drame, on aime ça. Et le licenciement est un moment de drame absolument bien choisi pour la vie d'un salarié.
Et donc tout est dramatique et tout doit être aggravé dans le drame. Il y a des moments où c'est dramatique. Si on parle de faute de salarié, la faute grave, c'est grave. Le type pique dans la caisse, etc. Bon, ok, mais enfin même quand il pique dans la caisse, encore une fois, il ne va pas prendre 20 ans non plus. Donc on n'est pas obligé d'y aller. Mais donc pour tous les autres cas de figure, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, quand un salarié n'est pas tout à fait adéquat, etc., on n'est pas obligé de... On peut adopter une plume qui ne fait que dire les choses. Mais c'est très curieux de voir que, en fait, l'empilement des règles, etc., fait qu'au bout d'un moment, pour se justifier qu'on a raison en tant qu'employeur, on a besoin d'y aller fort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est cette pression-là que je pense devoir être atténuée, ce d'autant qu'on est dans un univers où précisément on a des tas d'outils alternatifs. Bon, on peut se mettre d'accord pour une rupture conventionnelle, on peut faire une transaction, donc on n'est pas obligé non plus de sortir le bazooka à chaque fois. Et moi je tiens beaucoup à cette idée que essayons d'arranger les choses. Avoir affaire à un avocat, c'est pas pour aggraver et mettre en plus une petite dose là pour le coup de théâtre, parce que c'est de la vie des gens dont on parle. Donc atteignons les choses et observons que quand elles sont utilisées à bon escient, la rupture conventionnelle la rupture conventionnelle, à mon sens, c'est un des rares objets qui effectivement, selon qu'on l'utilise à bon escient ou pas, peut devenir un outil plutôt intéressant et plutôt, j'allais dire, paisible, d'apaisement, qu'un outil qui attise justement cette espèce de méchanceté à la clé, quoi. Donc voilà, c'est une manière dont on utilise les choses. Et il n'existe pas en droit du travail de règles qui soient waterproof, qui caractérisent ou qui certifient que l'employeur en fera un usage convenable. Ça dépend des gens. Aucune. Ouais. Après, chacun fait comme il peut. Moi, je suis pétrifiée qu'un client qui me connaît, qui a besoin de moi, je le laisse dans le noir. Ça, je ne supporte pas, même si, franchement, il y a des jours, il y a des moments, voilà, aussi les enfants, j'ai aussi autre chose à faire, mais ça, je ne peux pas. Vous savez, c'est un métier. J'ai dit que c'était un sacerdoce, c'est vrai. C'est-à-dire que, voilà, de temps en temps, mais je ne peux pas, c'est plus fort que moi, et puis en plus, ça me taraude. Bon, quand même, à cette heure-là. Oui, mais comme je l'ai vu, maintenant que je l'ai vu, ça m'a fusillé. Voilà. Donc, et en général, disons que sauf à devoir pondre un acte de fusion la nuit, voilà, a priori, on peut répondre en général, si c'est texto, on doit pouvoir s'en sortir. Moi, je veux pas mettre de distance parce que c'est comme ça que je fais mon boulot. Et si je le fais autrement, je m'étiolerai, je pense. La distance, pour moi, ça veut dire l'indifférence. Mais pardon, mais là, c'est totalement personnel et je ne suis pas la vérité révélée. Mais c'est ma manière à moi de prendre les choses frontalement parce que j'aime ça et parce que si le client, qui sont quand même des gens bien élevés globalement, vous ennuie à ce moment-là, c'est qu'il doit avoir un truc qui le... Et vous savez, notre métier, il est vraiment dur, quoi. Enfin, c'est pas facile de gérer, de prendre sur les épaules des interrogations, des incompréhensions, des injustices, des colères. Des peurs. La peur, c'est quelque chose de très compliqué à prendre en charge. L'anxiété, pour prendre un terme générique. Donc c'est difficile. On s'use probablement à ce métier. Mais en même temps, les sources de satisfaction, la jubilation de gagner d'avoir réussi quelque chose. Je l'avais dit, le chemin était étroit, on l'a fait, on a réussi. Ça, c'est de la jubilation. Et puis surtout, vous êtes... moi, c'est ça que je recherche. Après, chacun sait ou essaye de définir ce qu'il recherche. Mais moi, ce que je recherche, c'est une forme de sentiment d'avoir contribué à votre manière, à ma manière. Je ne suis pas médecin, je suis plutôt avocat, donc voilà, à une amélioration d'une situation, de sorte qu'on vous dise merci. Et vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça me fait encore, qu'on me dise merci. Vous savez, vous m'avez vraiment aidé. C'est ce petit côté, de toute façon, quand on est avocat, on a quand même un espèce de tempérament et d'ego qui va avec, mais qu'on vous dise merci parce que vous y avez passé du temps, parce qu'on reconnaît que vous vous êtes investi, la fameuse implication, vous êtes exposé, c'est immense, quoi. C'est formidable d'aider quelqu'un qui a besoin de vous. Un petit côté un peu comtesse de Ségur, là, mais pardon, mais c'est des choses simples, dans le fond, merci, bonjour, enfin voilà, ça fait partie des trucs qui sont très structurants et qui vous donnent envie d'aller de l'avant. Et encore une fois, la chance qu'on a dans le secteur en question,
c'est qu'on n'est pas, comment vous dire, on n'est pas aux prises, on n'a pas uniquement un tête-à-tête avec le joli code rouge, épais comme ça, la jurisprudence de l'autre côté. Non, votre tête-à-tête, il est avec le monde, il est avec les journaux, c'est-à-dire les actualités, il est avec... jamais j'avais pensé que je me serais intéressée à la sphère médicale, les burn-out et autres sujets de risques psychosociaux. Jamais j'ai pensé que je m'intéresserais à la sociologie, jamais j'ai pensé que je regarderais les bouquins des économistes pour essayer de comprendre ces évolutions, ces plaques tectoniques du monde. Jamais j'ai pensé que j'aurais contribué à un bouquin qui s'appelait La confiance bordel, qui concerne le management et les problématiques en fait, du sort du lien de subordination dans des organisations horizontales. Jamais j'avais pensé que je me serais occupée avec autant d'intérêt des jeunes en général, des jeunes qu'ils soient étudiants brillants ou des jeunes qui ne sont pas si brillants que ça, parce qu'il y en a quand même beaucoup. C'est un vrai sujet de savoir comment leur faire mettre le pied à l'étrier pour entrer sur le marché du travail. Ce sont des problématiques extraordinairement puissantes et c'est en fait travailler à des dossiers, mais dans un contexte, et vous servez à ça en tant qu'avocat, de décrypteur de contexte. C'est-à-dire que votre boulot consiste à dire, mais anticipons le coup d'après, voyez, on vous voulait faire ci et ça dans telle manière, mais vous voyez, l'art du temps, il a changé. On n'est plus dans cette époque où. Et c'est formidable de pouvoir dire de manière assez étayée à un client, mais ça, c'était... Ce risque-là, on ne peut plus le prendre maintenant. Vous avez eu les journaux, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Et de la même façon, de se dire ça, on peut peut-être essayer de le passer, d'imaginer bâtir une organisation, une plateforme ou un mode opératoire de cette manière, parce que l'air du temps, là encore, nous permet d'y penser. Je veux parler de ces jeunes start-up qui viennent dans mon bureau et qui viennent me raconter leurs projets. Ils ont des idées plein les yeux. Bon, c'est un peu parfois dans tous les sens, mais il y a un tel enthousiasme donc, de cette jeunesse en question, mais qui voit des business models totalement différents, avec des ambitions totalement différentes des entreprises traditionnelles, que le fait d'être interrogé par ces jeunes gens en droit du travail, bien entendu, donc au sujet d'un prétexte qui est mon métier, mais néanmoins qui vous donne une idée, une sensation de ce qu'est leur écosystème, vos ambitions, etc. Parce qu'il n'y a rien de plus différent aujourd'hui qu'une carrière ou qu'un rapport à l'entrepreneuriat que ce qui se passait il y a 25 ans quand les jeunes arrivaient sur le marché du travail. Tout est bouleversé et donc voilà, et donc notre métier est aux confins de tout ça. Et quant à cela, j'ajoute les sujets de gouvernance, de rémunération, qu'est-ce qu'un mandataire social, à quoi sert-il dans la nébuleuse d'une entreprise, ses rapports à l'actionnaire. Enfin bref, ce sont des questions qui ne relèvent pas nécessairement que du droit du travail, mais aussi, vous parlez du droit de société. C'est extrêmement intéressant de voir l'imbrication avec le temps, depuis les lois NRE de 2001 à la semaine dernière, si je puis dire, des lois successives qui entremêlent des obligations à la fois de consultation, des obligations de participation des salariés aux instances de gouvernance. Enfin voilà, donc tout se mêle, etc. Et la question fondamentale qui se pose aujourd'hui en ce 21e siècle, c'est la place du salariat dans cette économie nouvelle et dans ce monde qui se fracture de situations juridiques qui sont de plus en plus atypiques les unes comparées aux autres. Donc le monde du travail ne ressemble à rien de recensé de ce que l'on connaissait jusque-là. Et on est la figure de proue, c'est-à-dire que si nous on ne fait pas cet effort de décryptage, si nous on n'essaye pas de mettre bout à bout une compréhension des choses, si nous on n'essaye pas de proposer un modèle social qui se dise mais comment on pourrait financer autrement le CPA, les passerelles, comment est-ce qu'on peut supporter un système avec un tel déficit en sécurité sociale et les retraites, alors on fait comment la négociation et j'ai eu la chance de suivre la négociation des retraites et d'aider à la confection de cet accord qui a été signé il y a quelques mois. Enfin, il n'y a pas de limite, quoi. Le droit du travail, c'est pas le droit de l'embauche, le droit des rapports collectifs et du licenciement. C'est tout ça, c'est le droit sociétal, c'est la porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est des questions majeures comme le fait religieux en entreprise. Enfin, c'est que des trucs qui sont vraiment des sujets de demain, des sujets d'actualité et qu'il faut traiter au travers du droit du travail. Un droit du travail qui est
globalement relativement obsolète parce qu'il est trop bavard et parce qu'il essaye d'appréhender une situation au travers le droit, mais qui n'est plus adossé à des faits qui étaient ceux qu'il était censé régir, n'est-ce pas? Donc tout ça est un moment, on vit là un momentum qui n'est pas prêt de se terminer, hein. C'est pas sous 6 mois, hein. C'est probablement une dizaine d'années de confection de ce nouveau droit, de confection de ces nouveaux rapports sociaux, de cette nouvelle organisation dans les rapports dans l'entreprise. Et qu'est-ce qu'une entreprise d'ailleurs, le rôle de l'entreprise? Moi je me suis beaucoup intéressée ces dernières années à une question relative à finalement au rôle de l'entreprise dans la société. Quel est son rôle? À quoi ça sert l'entreprise? Ça sert à produire, à faire du bénéfice, selon que... Non, ça ne sert pas à ça. L'entreprise, est-ce qu'elle n'a pas un rôle de bras armé, j'allais dire des politiques publiques, de prolongement des politiques publiques, que ce soit au titre de la santé, on l'a bien vu, hein, le plan qui est en cours de confection a pour objet de permettre l'articulation des politiques de pouvoir public, enfin des politiques publiques de santé dans l'entreprise au travers d'un certain nombre de thématiques importantes. Est-ce que l'entreprise ne sert pas finalement de forme de rustine entre un État-providence qui est ce qu'il est, avec ce qu'il peut, c'est-à-dire avec ses déficits en gros, vers la transmission à l'entreprise de ses obligations en termes de justement gérer les problématiques depuis la santé bien entendu, en passant par la retraite, en passant évidemment par la formation, mais sous un angle beaucoup plus effectif que celui qu'on a connu jusque-là. Enfin bref, tout ça pose la question de l'entreprise-providence, mais en même temps qu'il y a ce mouvement, il y a en même temps des tas d'événements qui montrent à quel point l'entreprise elle-même n'est plus exactement l'organisation qu'on lui connaissait, avec plein de gens, avec une hiérarchie, etc. Aujourd'hui, le travail nomade, enfin bref, fait que l'entreprise elle est assez protéiforme. Bon, bref, tout ça pour dire que ce ne sont que des questions absolument passionnantes à examiner ou à connaître et à se dire qu'on va vivre dans les années qui viennent ces profondes mutations avec un impact majeur sur notre métier. Majeur. Et donc c'est être au centre de tout. C'est énorme. Pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça. Tous les jours, être aux prises avec ce qu'il y a de plus fondamental dans la société. Le leadership est extraordinairement intéressant parce que, vous voyez, ça ne se traduit pas en français. Quel est le petit nom? Qu'est-ce que ça veut dire leadership en français? Oui, c'est vrai, j'allais dire par exemple. Charisme. Bah ouais, mais ça, il en faut. Mais je ne crois pas que ça veut dire ça. L'esprit entrepreneurial aussi. Aussi, mais... non mais voilà, le leadership est intéressant parce que c'est un concept qui se dit en anglais, qui ne se dit pas en français. Ça veut dire beaucoup de choses dans le fond. Est-ce que nous autres, on aurait bâti notre univers sémantique en oubliant cette dimension de cette espèce de chef jovial, c'est-à-dire, j'essaie de le définir, de celui qui a du charisme et qui entraîne dans une espèce de fougue, il y a cette notion-là, cette espèce de vision, de vista, là encore un mot étranger, une organisation, des gens, etc. Mais en tout cas, en français, il a oublié de créer ce mot. Bon. Qu'est-ce que je pense de ça? Je trouve que c'est probablement ce qu'il y a de plus attachant dans j'allais dire, quand on est, comment dirais-je, clairement sous un leadership donné d'une personne physique ou d'une impulsion qui en général liée à une personne. Faut quand même le dire, le leadership, moi je crois assez bien que c'est lié à une personne. Ça peut être partagé le leadership, mais en tout cas, ce sont des caractéristiques d'une personne parmi d'autres. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant comme phénomène à constater et à accepter. Je trouve ça intéressant. Mais maintenant, le mettre en boîte, dire comment devenir un leader, enfin tout ça c'est très sympathique, mais je pense que précisément c'est un talent qui ne s'apprend pas. Enfin qui ne s'apprend pas, ou qui du moins se cultive, mais qui ne s'apprend pas. J'étais pas leader, je suis devenu leader. Ouais, peut-être, mais enfin, bon. Donc c'est un processus individuel. C'est un rapport au risque, c'est un rapport à l'avenir, c'est un rapport à tout ça qui est assez, je trouve, moi qui me passionne assez. Je trouve que
le sujet est intéressant. Mais maintenant, je n'ai pas lu assez, parce que je m'intéresse au management, c'est entendu, mais enfin, j'ai pas le temps non plus de lire toute la prose, et Dieu sait qu'il y en a sur le leadership. Il y a beaucoup de choses, depuis le psychologue, en passant par les analyses d'organisation, hein, qui sont très bavards au sujet de ce thème, mais jusqu'à nouvel ordre, j'ai pas réussi à trouver ni une définition totalement satisfaisante, ni j'allais dire, les ingrédients qui font qu'on est plus ou moins leader. Donc c'est une espèce de Graal derrière lequel, à mon avis, nous autres humains, nous courons pour attraper, si je puis dire, ce statut en biais de leader. Voilà. Ce que je trouve intéressant comme alternative à cette notion-là, qui est un peu hermétique, mais néanmoins perceptible, que l'on perçoit en tout cas, c'est la notion de confiance. Et ce qui était très marrant, c'est que quand j'ai travaillé sur cette notion de confiance, et là pour le coup j'étais dans un groupe de travail en tant qu'avocat, et j'étais avec plein de gens qui n'étaient pas avocats, donc qui travaillaient pour de vrai, enfin je veux dire, des vrais acteurs, soit des chefs d'entreprise, soit des DRH, soit des etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les premières réunions de ce groupe de travail qui a donné lieu à ce bouquin que nous avons publié sous l'égide de l'Institut Montaigne, c'est que finalement, on a passé probablement 2 séances, alors que nous travaillions sur la confiance, à parler de défiance. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de confiance, très vite, on donne les éléments qui caractérisent la défiance de fonctionnement dans les rapports sociaux, de l'administration vis-à-vis des entreprises, des citoyens vis-à-vis des gouvernants, vis-à-vis des syndicats, enfin des corps intermédiaires. Enfin, on a parlé plutôt de défiance. Là aussi, ce concept positif est très difficile à appréhender. C'est marrant, c'est-à-dire qu'on voit ce que c'est que la confiance. A priori, indistinctement, on voit ce que c'est. Mais dès qu'on s'interroge, dès qu'on dit, bon bah d'accord, la confiance alors, et ben on va plutôt expliquer la confiance par l'inverse, donc par la défiance, pour dire la confiance, c'est justement ne pas être dans la défiance. Très bien. Et sur la défiance, on est intarissable. Et pourquoi ? Parce que notre système entretient cette défiance, en fait. Notre système juridique, notre système en soi, notre système de rapports sociaux, finalement, favorise la défiance plutôt que la confiance. Et quand du coup, les gouvernants, les politiques ou les chefs d'entreprise viennent sur une tribune et dire, voilà, nous allons créer dans la confiance, etc., en général, l'auditoire est plutôt dans le sarcasme. La confiance. Dans notre entreprise, la confiance, bah, tu parles. Ah ben, on voit qu'il n'est pas dans le service. Bon, et c'est drôle parce que ce mot confiance, en fait, qui est vraiment un mot ultra précieux, enfin, je veux dire, qui est vraiment la clé de tout, eh bien, en fait, ne suscite, quand on l'applique péremptoirement en disant « nous travaillons dans la confiance », etc., il n'y a rien à faire. C'est le sarcasme qui en résulte. Et donc, travailler sur la confiance, c'est vraiment un sujet intéressant pour essayer de sortir finalement, et là je m'éloigne très 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 loin de la règle de droit, parce que moi j'estime que c'est même un oxymore, enfin je veux dire plus que ça, c'est un paradoxe. La règle de droit ne favorise pas la confiance. La règle de droit, en ce qu'elle donne des normes tatillonnes, vétilleuses, etc., ne favorise pas la confiance, puisqu'elle donne envie plutôt de regarder si j'applique la règle de droit. Donc il y a un rapport complexe entre la confiance et la règle de droit. Mais donc, quand on est dans un rapport de confiance, on est très vite sur des questions, j'allais dire, des questions fondamentales de qui donne la confiance à qui est le premier, comment on se trahit, comment on ne se trahit pas, etc. Et donc, c'est un autre univers, et pourtant, vous l'observerez, on étant un on générique, on adore parler de la confiance. Alors qu'on n'a jamais eu si peu de confiance, finalement, quand on regarde le fonctionnement quotidien des institutions, enfin du fonctionnement des acteurs les uns vis-à-vis des autres. Et ça, c'est intéressant. Parce que, par exemple, le dialogue social, il faudra un peu de confiance, on est d'accord. Je veux dire, ça paraît le minimum de base, le kit de survie, même si j'ai plein de règles qui disent là t'as le droit, là t'as pas le droit, etc. Il faut quand même que j'ai un peu confiance pour, réciproquement, hein, pour pouvoir conclure un accord. C'est la base. D'ailleurs, il n'y a pas d'accord, de contrat sans confiance. Mais on n'en parle jamais. Enfin, c'est pas... Voilà, donc ça fait partie de ces notions comme ça qui viennent, j'allais dire, agrémenter la réflexion
d'un avocat au travail, du travail. Enfin voilà, on tourner des termes comme on veut, mais il faut essayer toujours de nourrir sa réflexion d'autre chose que de l'application du code. Parce que ça assèche. Vous savez, une journée c'est très variable. Par exemple, aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps en réunion, mais il y a des jours où j'ai pas de réunion, par exemple. Donc je peux utilement, ça peut tomber utilement à un moment où je donne un cours. Et puis même si j'ai des réunions et que j'ai un cours qui est, j'allais dire, prévu, eh ben, je vais en cours. C'est comme ça. On fait la queue, on attend. Je ne suis pas là. Mais dans le fond, ça ne me prend pas plus de temps que ça. C'est-à-dire si préparer les cours, ça me prend du temps, bien entendu, parce qu'il faut qu'il y ait de la substance, il faut nourrir les intelligences des personnes qui viennent nous voir, et on ne peut pas se permettre d'improviser ce que l'on sait. On sait beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, je sais beaucoup de choses. Il y a peu de sujets sur lesquels je suis sèche, mais il faut qu'il y ait de la substance. Donc bref, ça demande du travail. Mais je suis très aidée. Je rappelle que j'ai 35 collaborateurs, donc il y en a quand même quelques-uns qui m'aident tant sur les dossiers que sur la préparation des cours. Donc tout ça est parfaitement... Et puis vous savez quoi, plus on en a à faire, plus on fait. C'est magique. Et on s'en sort très bien. Est-ce que la casquette managing partner ne mange pas un peu l'avocat parfois Très peu, parce que dans notre univers à nous, on a fait en sorte de créer un dispositif assez astucieux pour un cabinet d'avocats, c'est que nous avons un directeur général, une directrice générale, qui s'occupe vraiment à temps plein, hein, évidemment, à temps plein, et qui finalement élague énormément les sujets de management, parce que nous avons décidé chez nous que le managing partner doit d'abord se consacrer à son métier. Donc le managing partner, c'est une activité, certes, qui prend du temps, mais qui ne prend pas, qui en aucun cas ne saurait prévaloir sur mes fonctions professionnelles. En aucun cas. C'est comme ça que nous voyons. Il y a des cabinets dans lesquels on est managing partner, on ne fait que ça. Nous, non. On a décidé que c'était un job qui ne devait pas empêcher. Donc il y a des moments où je m'occupe plus du cabinet que du reste, mais... Et la DG est avocat aussi? Non, justement. Elle n'est pas avocate. C'est très important. Mais elle connaît bien notre business model. C'est important parce que ce n'est pas une entreprise totalement comme les autres, cabinet d'avocat. Mais elle n'est pas avocat et donc elle exerce son métier pleinement, de direction générale. Qui est assez novateur aussi, puisque... Oui, c'était assez innovant à l'époque quand on a pensé à ce dispositif-là, parce qu'on s'était dit comment faire en sorte que les avocats ne soient pas rongés par les dimensions administratives, gestion, etc. Et surtout gestion de 1000 choses, parce que quand vous avez, si on a 140 avocats, il y a 200 personnes, parce qu'il y a du personnel, donc c'est un boulot à plein temps, quoi. Et ça, c'est pas possible. Enfin, nous, on a décidé comment ça. D'abord parce qu'on ne sait pas le faire, c'est pas notre métier. Moi, je ne sais pas mon métier autrement que d'avoir des idées sur le fonctionnement de l'entreprise, mais je suis meilleure à répondre à mes questions. En fait, c'est la 3e année qu'on fait ce concours. C'est la 3e, j'allais dire, promotion. Donc les premières promotions, s'agissant de ces startups-là, moi, à titre personnel, je n'ai pas travaillé avec elles, moi. Mais mes équipes ont travaillé avec elles, puisqu'en fait, l'idée de ces promotions de start-up, c'est qu'on leur donne des conseils en droit des affaires, donc tous les secteurs du droit, contrat, société, sociale, fiscale, etc., pendant 1 an, pour un prix très modeste par mois. Et donc on noue des liens, etc. Enfin, ils nouent des liens, parce que ça, je ne m'en suis pas occupée, mais c'est vrai que depuis, quand ils ont fini leur année, si je puis dire, il m'a été donné d'en rencontrer à l'occasion ces startups-là. Mais du coup, grâce à cette initiative que nous avons prise donc il y a 3 ans, il est clair que des startups qui ne font pas partie du programme viennent nous voir. Et là, pour un certain nombre, je les reçois. Et je les reçois autant pour leur donner des infos, c'est mon métier, mais aussi par curiosité qu'ils me racontent ce qu'ils font, etc.
et comment ils voient les choses. Parce que là, c'est absolument, enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est absolument passionnant de voir éclore des idées auxquelles, une fois qu'on vous les a exposées, c'est une évidence, mais il fallait y penser, quoi, et c'est formidable. Et donc les startups, on en a comme ça, enfin, je m'en occupe de 2 ou 3 dans les secteurs qui sont assez repérés par la patrouille, si je puis dire, enfin qui sont assez connus, enfin je ne parle pas d'elles-mêmes, mais en tout cas du secteur. Et c'est très intéressant de voir dans quelle mesure, précisément, une nouvelle organisation du travail émerge de ces réflexions et de ces caractéristiques qui sont souvent très différentes des entreprises qui ne sont pas, en gros, technologiques, quoi. Et voir leur filiation dans la réflexion, voir comment ils ont bâti leur projet, leur business model, etc. Est pour moi une source absolument majeure d'apprentissage. Apprentissage de comment voir le monde, comment évoluer, enfin voir comment les jeunes surtout. Ce qui est intéressant, c'est les jeunes. On en parle toujours d'une manière un peu misérabiliste, pardon, des jeunes. Et les jeunes, c'est formidable. Et en plus, ils prennent des initiatives qu'on ne prenait pas dans les années... Enfin, moi, quand j'étais jeune, on ne les prenait pas parce que c'était pas tendance. On avait l'idée d'aller créer une boîte... tout ce que ça impliquait, bon bref, on n'était pas obligé. Donc là, de voir qu'ils s'y lancent, etc., avec tant de passion, ça me touche. Je trouve ça formidable. Et ça fait plaisir. Et on a vraiment envie de les aider parce qu'il faut qu'ils réussissent. Il faut qu'ils réussissent. Ben, ça prend du temps, parce que plus c'est petit, plus ça. Et plus les questions sont justement inhabituelles, et plus il faut regarder quand même un peu leur concept. Donc ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Mais c'est un secteur, encore une fois, qui mérite qu'on passe du temps. Hein. On ne peut pas expliquer on ne peut pas raisonner comme d'habitude. Et voilà, cette idée qu'on ne puisse pas raisonner comme d'habitude, dire qu'on l'a déjà fait, déjà vu, voilà, tout ça m'intéresse parce que c'est neuf. Le mot audace, ça nous est venu à l'esprit il y a très très longtemps, enfin il y a très longtemps, on a de 20 ans, hein, enfin il y a très longtemps, dans ces 20 ans-là. De toute façon, on s'est dit, dans le fond, on est assez audacieux quand même, parce qu'on était quand même à faire un petit cabinet, quoi, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, on est passé par toutes les étapes, et il faut un peu d'audace pour le faire. Il faut un peu d'audace pour travailler pour des clients qui nous ont fait confiance, la fameuse confiance unilatérale, etc. Ils nous ont fait confiance, lors même qu'on n'était pas les fameux cabinets dont le nom est recensé depuis longtemps. Donc il fallait leur dire qu'on était capable, qu'ils seraient contents, qu'on serait disponible, que je sais pas quoi. Enfin, on a été audacieux, au sens propre du terme. Et du coup, on s'est dit, bah, tiens, le droit et l'audace, c'est pas mal. Parce qu'en fait, l'audace, il y a plusieurs choses. Il y a l'audace simplement de présenter ses services, de dire, proposer ses services, de dire, nous, on fait aussi bien qu'un autre. Bon, c'est déjà audacieux. Et puis, il y a l'audace dans l'application du droit, dans la manière d'appréhender un sujet. C'est d'essayer de trouver l'angle, quoi. D'essayer de se dire, il faut trouver une solution. Alors, d'accord, on ne peut pas faire comme ils disent, d'accord, cette solution-là, pas mieux, mais trouvons-en une, c'est pas possible qu'elle n'existe pas. Et donc ça, c'est cet acharnement qu'on considère être nécessaire dans l'intérêt de nos clients, et ça dépasse très largement le droit du travail, hein. C'est pour tout le monde.